Le gouvernement mondial qui se propose d'être mis en place dans la suite de la mondialisation avec la collaboration de la science et de la technologie, il est le fruit, la continuation d'une suite d'anciens ordres toujours justifiés par l'idéologie ou par une révélation. On a eu, par exemple en France, après la chute de l'Empire romain, plus de 1000 ans, quasiment 1500 ans, d'anciens régimes, avec le pouvoir religieux allié au pouvoir aristocratique, les dynasties guerrières, franques en particulier, installées lors de la chute de l'Empire romain, alliées au pouvoir catholique. Et donc on a ici la première caste, ou la première classe, celle de la religion, du clergé, alliée avec la deuxième classe ou caste, celle de l'aristocratie. 1000 ans pour faire le travail, pour établir un monde juste en accord avec les valeurs de l'Évangile, et bien sûr, rien ne se passe, hein, ignorance, oppression. Ne réécrivons pas l'histoire comme les intégristes de tout poil. Hein. Et ce régime-là donne naissance à une réaction libérale avec l'enrichissement progressif après la Renaissance, les grandes découvertes, les progrès de la technologie. Et donc c'est les révolutions françaises, américaines et les révolutions atlantistes que nous avons vues. Et du coup, là, c'est la promesse par la troisième caste ou classe, celle des commerçants, la classe bourgeoise, celle aussi de ceux qui travaillent, mais avec déjà un certain statut social, d'amener une sorte de paradis sur terre par le progrès, la science, la philosophie, le bonheur. Hein, c'est vraiment l'idéal des Lumières. Mais très vite, on se rend compte que cette classe qui a fait la révolution opprime à son tour. C'est les terribles conditions de vie du prolétariat à Paris, à Londres, en Allemagne, aux États-Unis. Et du coup, la quatrième classe, celle des ouvriers, des travailleurs, des prolétaires, avec ces idéologues, Marx, Engels et d'autres, qui se disent, eh bien, on va instaurer la dictature du prolétariat, donc quatrième forme de dictature qui accouche du communisme en Russie, en Chine, au Cambodge, voilà, toujours avec cette idée qu'il y a une inéluctabilité, une logique, une rationalité de l'avènement d'un nouvel ordre, d'une forme de millénarisme justifiée par la raison, comme avant elle était justifiée par la révélation. Et aujourd'hui, on assiste à un retour des mirages communautaristes ou théocratiques avec la critique de la modernité. D'un côté, hein, ce sont les intégrismes religieux, et en même temps, eh bien, quelque chose qui pousse toujours plus vers un nouvel ordre mondial définitif, épaulé par la science. Avec des promesses de bonheur, de sécurité, mais des choses qui seront établies, on l'a vu avec Russell, hein, qui seront sans doute établies au début dans la douleur. Et on va voir que ce que dit Russell, ça a une continuité tout à fait moderne et c'est repris par des penseurs influents de la mondialisation et d'un nouvel ordre mondial, d'un gouvernement mondial. Avec la science. Alors, on arrive ici dans l'actualité. Je pense que tout ce que j'ai dit doit pouvoir faire écho déjà. Et un journal qui montre parfaitement ce désir d'établir un gouvernement mondial, c'est l'Express. Voilà.
Voilà ce que titrait l'Express en 1991, juste après la victoire américaine en Irak, pardon, au Koweït, c'était la première guerre du Golfe. 28 février, 6 mars 1991, numéro 2069 de l'Express, vers un nouvel ordre du monde. Là, on est maintenant 18 ans après. Jacques Attali, qui entre-temps est devenu éditorialiste à l'Express, qui publie dans sa rubrique Perspective, numéro 3018, du 7 au 13 mai 2009, page 138, Avancer sans peur. Alors, cet article, il est extrêmement intéressant, je vais vous le lire intégralement parce que c'est important, chaque mot compte. L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que lorsqu'elle a vraiment peur. Elle met alors en place d'abord des mécanismes de défense, parfois intolérables, des boucs émissaires et des totalitarismes, bien sûr, allusion à la Shoah, hein, parfois futiles, de la distraction, parfois efficaces, des thérapeutiques, et là, écoutez bien, des thérapeutiques écartant, si nécessaire, tous les principes moraux antérieurs. C'est quand même important, hein. Donc des mécanismes de défense efficaces, écartant si nécessaire. Puis, une fois la crise passée, elle transforme ces mécanismes pour les rendre compatibles avec la liberté individuelle et les inscrire dans une politique de santé démocratique. Alors, on voit que là, hein, il insiste déjà pas mal sur la santé. Déjà, on peut dire que une fois que la crise est passée, ces mécanismes compatibles avec la liberté individuelle, et bien souvent, ça n'est pas le cas, comme avec le Patriot Act ou le plan Vigipirate ou d'autres mesures, hein, des mesures d'urgence en fait, la plupart du temps, elles sont restées par la suite. Bon. Donc on est pendant la crise du H1N1, la grippe porcine ou grippe A, où le gouvernement français, avec Roselyne Bachelot en tête, voulait vacciner 30 millions de personnes avec le Tamiflu, un vaccin extrêmement dangereux, où il y avait de l'aluminium en forte dose, et d'autres produits aujourd'hui dont le nom m'échappe, mais que, par exemple, un pays comme la Pologne avait refusé en demandant la preuve à l'OMS que la grippe H1N1 était vraiment dangereuse et que le vaccin était vraiment inoffensif. Eh bien, l'OMS n'a pas pu apporter la preuve à la ministre polonaise et la Pologne n'a pas accueilli ce vaccin. Et en France, grâce à la société civile et aux lanceurs d'alerte, des dizaines de millions de personnes n'ont pas été vaccinées et ça a sans doute évité énormément de catastrophes de santé qui n'avaient pas été évitées par exemple par la campagne de vaccination sur l'hépatite B. J'ai des exemples concrets qui m'avaient été donnés par mes chefs d'établissement à l'époque où je leur avais dit que je démissionnais parce que cette campagne était quelque chose de terrible. Et du coup, Jacques Attali dit « La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Si elle n'est pas plus grave que les deux précédentes frayeurs de ces 15 dernières années liées à un risque de pandémie, la crise de la vache folle en Grande-Bretagne, ça c'était 1995, et celle de la grippe aviaire en Chine, 2005, elle aura d'abord des conséquences économiques significatives, chute de l'activité des transports aériens, baisse du tourisme et du prix du pétrole, bon, exactement comme en ce moment. Elle coûtera environ 2 millions de dollars par personne contaminée. Alors je ne sais pas d'où il tire le chiffre, mais ça veut dire qu'évidemment on a surinvesti pour l'intérêt des lobbies pharmaceutiques dans la prévention de ces grippes-là, hein, de ces problèmes de santé eux-mêmes provoqués par une agriculture, des modes de production faisant partie du même complexe pharmaceutique ou agricole, hein, puisqu'ils travaillent ensemble à travers les antibiotiques et tout ça.
et elle fera baisser les marchés boursiers d'environ 15%. Son impact sera très bref. Lors de l'épisode de la grippe aviaire, les taux de croissance chinois n'a baissé que pendant le deuxième trimestre de 2003 pour exploser à la hausse au troisième. Elle aura aussi des conséquences en matière d'organisation. Toujours en 2003, des mesures policières très rigoureuses ont été prises dans toute l'Asie. L'Organisation mondiale de la santé a mis en place des procédures d'alerte à l'échelle planétaire et certains pays, en particulier la France et le Japon, ont constitué des réserves considérables de médicaments et de masques. Eh bien, ces masques, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Puisqu'on a beaucoup parlé pour le coronavirus. Si l'épidémie est un peu plus grave, ce qui est possible puisqu'elle est transmissible par l'homme, elle aura des conséquences véritablement planétaires, économiques. Les modèles laissent à penser que cela pourrait entraîner une baisse de 3 trillions de dollars, soit une baisse de 5% du PIB mondial. Et politique, en raison des risques de contagion, les pays du Nord ont intérêt à ce que ceux du Sud ne soient pas malades. Ils devront faire en sorte que les plus pauvres aient accès aux médicaments aujourd'hui stockés pour les seuls plus riches. Là, on est, je crois, oui, déjà à l'époque, dans la fondation Bill Gates, qui travaille étroitement avec l'OMS et les fabricants de vaccins. Une pandémie majeure fera alors surgir, là on arrive à l'essentiel, mieux qu'aucun discours humanitaire ou écologique, la prise de conscience et la nécessité d'un altruisme au moins intéressé. Alors, altruisme, c'est-à-dire c'est la solidarité en bas, pour ceux qui sont victimes de la crise et de la menace de ces pandémies. Et puis en haut, évidemment, il y a une autre solidarité entre les acteurs de la mondialisation, on le voit bien. Et même si, comme il faut évidemment l'espérer, cette crise n'est pas très grave, il ne faudra pas oublier, comme pour la crise économique, d'en tirer les leçons, afin qu'avant la prochaine inévitable, on mette en place des mécanismes de prévention et contrôle, ainsi que des processus logistiques de distribution équitable des médicaments et de vaccins. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. Une fiscalité mondiale. On se rappelle que Emmanuel Macron a instauré l'impôt à la source, ce qui lui éviterait par exemple que les Français refusent de payer leurs impôts. Ce serait justifié par sa politique, par sa négation des droits de l'homme, d'écouter vraiment les besoins de la population, et par la répression extrêmement violente de son gouvernement, qui a scandalisé beaucoup de pays du monde, avec les gilets jaunes. Mais en tout cas, voilà, police mondiale, fiscalité mondiale, bien sûr, on s'enrichit au passage avec l'hypercontrôle et les lobbies pharmaceutiques. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. C'est d'ailleurs par l'hôpital qu'a commencé en France au XVIIe siècle la mise en place d'un véritable État. Donc on est en 2009, on est 18 ans après vers un nouvel ordre mondial de l'Express, et là aussi, encore une fois, on parle de gouvernement mondial, de nouvel ordre mondial décidé par ceux qui seraient soi-disant responsables et pour le bien de l'humanité, et transmis dans l'Express, qui, cette semaine, titre ainsi: Fermer les frontières serait un suicide pour la France. Nicolas Bavray, qui est un habitué du groupe Bilderberg, un des piliers de l'organisation de la mondialisation, et une des fondations de la puissance de Rockefeller, avec la trilatérale et le Council of Foreign Relations. Tout ça, ce sont des faits. Rockefeller, il est aussi derrière l'organisation de l'évasion fiscale au Luxembourg, avec Jean-Claude Juncker, l'ancien président de l'Union européenne, luxembourgeois, qui a volé comme ça des centaines de milliards d'euros aux démocraties en permettant
à des grandes entreprises d'éviter de payer des impôts dans les pays qui les accueillent et qui leur font déjà pas mal de cadeaux. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Voilà, le pouvoir qu'il y a et les intentions qu'il y a derrière. Et alors, on voit que le stockage mondial de vaccins, de masques, etc., il n'a pas été fait. Peut-être parce qu'après 2009, on s'est rendu compte que ça avait été complètement fou, cette psychose par rapport à cette grippe, qu'on s'est rendu compte aussi que Donald Rumsfeld était celui qui détenait les droits sur le Tamiflu, ce vaccin dangereux, et que donc il y avait d'énormes intérêts derrière, de les informations, et donc on n'a pas fait ce que préconisait Attali. Et aujourd'hui, d'un côté, certains se le reprochent, mais on voit que dans les pays où il n'y a pas eu de confinement, où il y a quelque chose d'intelligent qui a été fait, eh bien ça s'est très bien passé, hein. Il n'y a nul besoin de vaccination. Bon, il y a eu des masques, mais certains même disent que les masques portés comme ça en permanence dans la rue, ça n'est pas nécessaire, hein. Il y a beaucoup d'experts qui se sont prononcés contre les politiques de style la France, l'Italie, l'Autriche. Voilà, c'est important. Alors, on va voir un petit peu pourquoi l'Express. Pourquoi l'Express, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on apprend en s'intéressant à l'histoire de l'Express? C'est justement passer par Wikipédia, qui est un média qui est démocratique. Les articles sont sourcés, hein, il y a une veille, même si j'ai pu constater moi-même que sur certains sujets, eh bien, il y avait des informations qu'on ne pouvait pas faire passer. Je pense à l'histoire des religions, et je cherchais à y contribuer moi-même, avec des faits établis, mais il y a des gens qui tiennent un certain nombre de pages Wikipédia, c'est pas du tout démocratique, et c'est pas du tout ce que voulait Jimmy Wales, c'est contraire à ses principes. En tout cas, voilà. L'Express fait partie du groupe L'Express, qui appartient à SFR Press, groupe créé et détenu par l'entrepreneur franco-israélien Patrick Drahi. Il a aussi la nationalité portugaise et marocaine. Il a quatre nationalités, Patrick Drahi. Et SFR Press, eh bien, quand même, on sait que SFR, c'est le provider, c'est le groupe de communication, c'est le fournisseur Internet et téléphonie qui a recueilli le plus de plaintes et véritablement d'arnaques et de pression sur ses abonnés. J'ai pu moi-même en faire l'expérience, hein, de façon très douloureuse. Là, il y a quelque chose vraiment de grave derrière, hein. On pourrait parler aussi de France Télécom, des suicides, ou de Xavier Niel, avec Free, hein, qui casse complètement le marché en faisant travailler uniquement des personnes très peu payées dans les pays en voie de développement, hein. Sans parler du parcours personnel de Xavier Niel. Alors, l'histoire de l'Express, c'est très intéressant. Le titre est fondé en 1953 par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud comme supplément politique du journal libéral Les Échos, dont il a hérité l'habitude de recouper et sélectionner ses informations, tout en respectant le principe légal de protection des sources d'information des journalistes. Alors, Les Échos, ça avait été créé par le père de Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'est un quotidien économique libéral. À sa création, et là ça devient encore plus intéressant, l'Express agit comme le porte-parole du président du Conseil de l'époque, on est dans la dans la 4e République, Pierre Mendès France, et permet l'adhésion d'une partie de la population à un régime qui était alors jugé jusque-là décevant. Jean-Jacques Servan-Schreiber, anti-gaulliste militant et atlantiste convaincu, en fait originalement un magazine proche du centre-gauche. Alors, centre-gauche, c'est vite dit, hein. Alors, Pierre Mendès France, président du Conseil de l'Europe, travaille
Après la Deuxième Guerre mondiale, il démissionne du gouvernement de Gaulle, qui refusait les réformes économiques qu'il proposait, et il rentre à la Banque mondiale et au FMI. On sait que la Banque mondiale, c'est un extraordinaire outil pour endetter des pays, souvent avec des choses qui sont extrêmement discutables, c'est-à-dire qu'en Inde, par exemple, elle a financé des politiques de grands barrages en soudoyant des élus, et ces grands barrages ont fait des dizaines de millions de déplacés parmi les plus pauvres des pauvres qui sont allés dans les bidonvilles. Et le FMI, on sait que c'est le pompier pyromane. Une fois que les pays sont endettés par la Banque mondiale, le FMI vient pour leur demander des plans d'ajustement structuraux, leur disant vous êtes endettés, pour rembourser votre dette à la Banque mondiale, vous devez avoir vous devez vendre, par exemple, au privé vos transports, votre agriculture, votre système de santé, pourquoi pas une partie de votre éducation, vos médias. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, Pierre Mendès France a fait partie de nombreuses années de la Banque mondiale et du FMI. Et donc s'opposer violemment à De Gaulle, sous prétexte que sa politique était une politique protectionniste et qui nuisait au progrès. On continue. Jean-François Revel qui participe, il a été calqué sur la revue Time, l'Express, toujours dans cette volonté atlantiste entre la France et les États-Unis. Bon, on dit qu'ils ont une société de rédacteurs qui a pour mission de veiller à l'indépendance journalistique. Quand on voit quand même que ça a été créé par Pierre Mendès France, qui était président du Conseil, c'est-à-dire la personne la plus importante de la 4ème République, pour faire accepter sa République par de la propagande, du coup, par de la désinformation, alors que les Français étaient contre. Ils étaient contre, pourquoi? Parce qu'ils voyaient bien les résultats sur eux. Donc on est vraiment dans la manipulation. Et on continue à l'être avec l'Express au niveau de la mondialisation. Bon, je passe sur l'élection de Mitterrand. Et j'arrive donc à la période un peu plus récente. Christine Ockrent, le 21 septembre 1994, arrive à la tête de la rédaction et l'Express change de format et de formule. Alors il faut savoir que Christine Ockrent, elle a aussi participé au groupe Bilderberg il y a quelques années. C'est une néo-conservatrice, néocon, comme on dit aux États-Unis, affichée. Enfin, affichée pas tant que ça. Elle a posé des micros quand elle était à la tête de, je crois, TV5 Monde ou France 24. Elle a été violemment prise à partie, remise en cause par les journalistes pour son autoritarisme dans ce média. Et donc c'est quelqu'un qui est vraiment au service d'une mondialisation. Elle est la fille d'un ancien directeur au cadre de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui a toujours agi dans le sens de la mondialisation aussi de la Banque mondiale. Elle a été aussi catapultée au début des années 2010, comme ça, dans une émission de géopolitique de France Culture, malgré toutes les casseroles qu'elle se traîne. Et on se demande pourquoi quelqu'un comme ça a été présentatrice pendant des années du journal télévisé, alors qu'on sait bien, d'un point de vue économique, qu'elle a fait des choix qui ne sont pas dans l'intérêt de son pays. Ça, on voit bien ce que la mondialisation a donné en France en termes de perte d'emploi, de perte de la souveraineté démocratique et de pouvoir d'achat des habitants, mais jamais pour le progrès, contrairement à ce qui est annoncé. Et puis donc, le 26 mars 1996, Denis Jambard, ex-journaliste au Point, devient directeur de la rédaction de l'Express, puis président du directoire du groupe L'Express L'Expansion en 2001. Jacques Attali et André Glucksmann deviennent éditorialistes. Bon, alors on va faire une pause et puis on va revenir sur l'Express
pour voir le genre de pensée qui s'y diffuse, parce que même si c'est un journal qui est de moins en moins lu et qui est de moins en moins cher, comme on dit, il sert quand même de point de repère pour comprendre dans quel sens on veut amener les gens, comme on les a amenés depuis les années 50 aujourd'hui dans la mondialisation. Et ça sert vraiment eh bien de balise pour ce qui s'est fait et pour ce qui est en train encore de se faire.